De la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de cette édition. Violent incendie au Daka de Médina Gounass. Plusieurs tentes de la cité religieuse réduites en cendres. Un bilan provisoire fait état de 5 morts. Nous essayerons d'entrer en ligne avec notre correspondant sur place. Macky Sall ouvre ses portes à l'opposition sénégalaise. Le chef de l'État l'a affirmé hier à Tivaouane. Mayoro Faye du PDS soutient que les actes posés ne cadrent pas avec l'appel pour le grand parti. La cohabitation va le contraindre au dialogue. Le riz de la vallée invendu à la Fiara, des tonnes de riz stockées cherchent clients. Les commerçants affichent leur inquiétude. Et puis la problématique des urgences, un problème réel au Sénégal. Les cas sont montés en flèche avec la recrudescence des accidents de la route. Le Sénégal aspire davantage à relever le plateau technique. Entre autres, nous en parlons dans ce journal. Voilà le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Ce violent incendie au Daka de Médina Gounass. Plusieurs tentes donc de la cité religieuse ont pris feu. Un bilan provisoire qui fait état de 5 morts. On parle même plus que ça. Certainement, nous essayons d'entrer en ligne avec notre correspondant sur place, Abdoulaye Diallo. C'est très difficile, le réseau téléphonique à Médina Gounass. Mais nous ne désespérons pas. La couverture sanitaire justement du Daka de Médina Gounass a toujours préoccupé le Dental Daka, qui est une structure organisatrice de cet événement religieux. Cette année, la région médicale de Kolda a pris des mesures importantes pour assurer une prise en charge sanitaire des pèlerins. Abdoulaye Diallo. Nous avons, sur la journée du 7, fait une descente au niveau de la frontière pour vérifier également le dispositif de surveillance au niveau de la frontière. Et dès la veille déjà, les médicaments ont été positionnés avec comme innovation cette année. Donc la livraison a été faite par la PERA directement sur site. Ce qui fait que donc le ravitaillement des équipes en médicaments se fait de façon beaucoup plus facile. Également en matière de logistique, les ambulances ont été mobilisées. Nous sommes allés même au-delà des prévisions. Donc les 2 ambulances médicalisées qui étaient demandées, on est aujourd'hui à 4 ambulances médicalisées. Et les 6 qui étaient demandés, on est pratiquement à une dizaine d'ambulances. Il y a une dizaine de médecins sur le site et sur les autres points que nous avons identifiés. Également des infirmiers, des sages-femmes, également des ASC et des relais, puisqu'il y a aussi un vélo communication qui est déroulé sur le site du Dakar pour un peu assurer la prévention de certaines maladies. Donc tout ce dispositif-là est déployé sur le site, ce qui fait que nous avons une quarantaine, 50 agents sur le site qui actuellement travaillent à pied d'œuvre pour prendre en charge les pèlerins. C'est que nous avons ouvert certains services, comme le service de l'odonto, par rapport donc à tout ce qui est problème dentaire. Donc nous avons le chirurgien dentiste du centre de santé que nous avons déplacé. Il y a les soins oculaires. Nous avons également mis en place une équipe pour les soins oculaires et notamment carrément une prise en... Voilà, donc retenez l'actualité brûlante à Médina Gounass. C'est cet incendie qui a fait au moins 5 morts. D'autres sources annoncent même une dizaine. Et certainement, nous aurons la confirmation avec Abdoulaye Diallo dès que possible. Nous parlons politique à présent avec Macky Sall qui se dit disposé à dialoguer avec l'opposition sénégalaise. Il l'a affirmé hier à Tivaouane. Mayoro Faye du Parti démocratique sénégalais, lui, pense que ce discours ne colle pas avec les actes qu'il pose. Pour Bamba Ndiaye du grand parti, au soir des législatives, l'opposition lui imposera forcément le dialogue. Un sujet signé Mambiram Diouf et Modou Diop. Toujours disposé à dialoguer, mettons l'intérêt général au-dessus de tout, comme il le réaffirme, ce discours du président Macky Sall est analysé sous différents angles au sein de l'opposition. On ne manque pas de douter de la sincérité d'une telle déclaration. Pensons malheureusement que cet appel entre dans le cadre des précédents appels, que le démocratique s'accumule avec des actes forts
notamment en ce qui concerne la restriction des libertés collectives et individuelles. En ce qui concerne le processus électoral, il y a eu une rupture de consensus, alors que depuis plus de 25 ans, on avait un consensus autour du processus électoral qui détermine en fait les règles du jeu en matière électorale. Les 15 points de référendum, le chef de l'État n'a pas voulu échanger avec l'opposition. Or, tous ces points, ou la plupart d'entre eux, concernaient l'opposition. Par exemple, le statut de l'opposition, on ne peut pas le définir sans avoir recueilli l'avis de l'opposition elle-même. Le cadre de dialogue et de concertation institué par le chef de l'État est bien réel, à en croire Zahra Yantiam, selon qui s'il y a blocage, c'est parce que l'opposition privilégie ses intérêts. Le président, s'il n'était pas intéressé par ce dialogue permanent-là, n'aurait pas initié une journée, institué une journée du dialogue national. Maintenant, ce dialogue est différent de ce que les acteurs politiques veulent. En tout cas, l'opposition au Sénégal n'a pas un problème avec l'action du président de la République. L'opposition sénégalaise a un problème avec la personne du chef de l'État. Un appel pour asseoir le dialogue et la paix que ne cessent de lancer les guides religieux. Les conseils de recommandation faits par Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine, malheureusement, ne sont pas souvent suivis, ce que regrette l'ancien ministre en charge des affaires religieuses, ce maître Abdoulaye Wade. Il est temps que les hommes politiques, tous les hommes politiques, dois-je dire, respectent leurs paroles. Les propos, nous ne les prenons pas comme du parfum. Non, ce sont des propos qui s'ancrent dans la gouvernance de ce pays. Je pense que cet appel au dialogue s'adresse plus au pouvoir, parce que c'est le pouvoir qui doit prendre l'initiative. La position des uns et des autres sur l'ouverture d'un dialogue permanent et fécond que défend le président Macky Sall démontre les insuffisances à créer de manière consensuelle les conditions d'un dialogue politique. Remous au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Kébémer, où des responsables de l'APR se sont réunis pour demander le départ du coordonnateur départemental de la coalition. En effet, selon ces derniers, à cause d'un mauvais management au niveau de la coordination départementale, le parti risque d'être sanctionné aux prochaines élections législatives. Là-dessus, nous écoutons les explications de Papa Ndiaye, maire de la commune de Mbacké Kadior, interrogé par Thierno Fall. Nous avons perdu beaucoup d'élections. Et cela, c'est à cause d'un problème de leadership. Donc d'un coordinateur qui ne fait pas son travail. On le voit que lors des élections. C'est pourquoi nous demandons au président de la République de nous choisir un autre coordinateur. Parce que si nous continuons sur cette lancée, nous allons encore perdre le département. Vu les conditions auxquelles le coordinateur déroule sa politique dans le département, il y a actuellement beaucoup de frustrés. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts aujourd'hui à sanctionner le parti. Pourquoi nous interpellons le président de la République, le président de l'APR, vraiment de la coalition Benno Bokk Yakaar, d'essayer de recevoir le département pour qu'on puisse vraiment lui dire la situation du département. Je vous l'annonçais dans les titres, la FIARA, Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, le riz de la vallée peine à se vendre. Des tonnes de riz stockées cherchent désespérément clients et les commerçants commencent à s'inquiéter. Un reportage signé Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. Cette année, il n'a pas drainé beaucoup de monde. À la FIARA, Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, les commerçants se plaignent de la mévente. Vous voyez, comme l'ambiance est morose, c'est compréhensible alors que la mévente s'installe. Le riz exposé, cela montre que la vente du riz ne marche pas très bien. On reste toute la journée sans vendre un seul sac. On ne sait pas c'est dû à quoi. C'est-à-dire que peut-être il y a quelque chose, quoi. La clientèle s'est fait rare pour cette foire. Mais cela, c'est parce que beaucoup de nos clients connaissent nos points de vente. Depuis que la foire a commencé, nos stocks de riz n'ont pas bougé. Nous sommes très inquiets, alors que la qualité du riz est des meilleures et l'emballage est parfait. Il arrive que nos clients nous disent aussi qu'ils n'ont pas d'argent. D'ailleurs, Ndaté risque de rentrer avec ses tonnes de riz, contrairement à l'année dernière où elle a pu écouler tout son stock. Cette année, j'ai amené 7 tonnes de riz. Le stock est là, rien n'a bougé. Alors que l'année dernière, j'avais amené 10 tonnes. Je l'ai vendu en un temps record pour aller en chercher.
Une situation qui inquiète beaucoup les vendeurs de riz local et chacun essaie de se donner une explication. Cette année, la foire n'a pas beaucoup de visibilité. Une semaine avant l'événement, mes clients m'appelaient de partout. Cette année, c'est une semaine après. Il y a un manque de communication à la foire cette année. Les gens t'appellent de partout pour demander si la fiara a commencé ou pas. Cela montre qu'il y a un problème de communication avec cette foire. Installés sur 400 mètres carrés, ils sont 29 exposants de riz local, dont 15 femmes et 5 partenaires du Sud, à vouloir écouler leur riz d'ici la fin de la foire prévue ce dimanche. Le directeur de la Sonacos Sunéor se prononce un an après sa nomination à la tête de la dite société. Selon Pape Dian, l'essentiel des usines qui étaient à l'arrêt ont démarré. 1000 emplois directs, 966 indirects ont été créés. Il ajoute que pour cette campagne, 82 000 tonnes sont collectées pour un objectif de 200 000 tonnes. Les détails avec Ibrahima Diamé. Après une année à la tête de la Sonacos SA, ex-Sunéor, Pape Dian expose son bilan. Selon lui, à son arrivée, aucune usine de l'ex-Sunéor n'était fonctionnelle, mais la plupart le sont aujourd'hui. Je suis arrivé à la tête de la société en mai 2016. Quand je suis arrivé, toutes les usines, sans exception, étaient à l'arrêt. Et que la Sonacos ne pouvait rien faire. Donc l'objectif c'était d'abord de redémarrer les usines. Aujourd'hui nous avons redémarré Louga, Diourbel et Kaolack avec 1090 emplois directs, donc nous avons recruté, et 966 emplois indirects, des prestataires. Nous allons démarrer également Ziguinchor et Dakar avant la fin de ce mois. Et ça va nous permettre de structurer toute la collecte que nous avons obtenue. Pour cette présente campagne, la Sonacos SA est loin d'atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés en termes de tonnage, mais pour des raisons autres que financières. Nous, on avait un objectif de 200 000 tonnes. L'État nous avait apporté sa garantie pour obtenir un prêt de la Banque islamique de développement à travers sa filiale qui s'occupe de commerce, ITFC. Donc pour avoir 75 millions de dollars. Nous avons obtenu ce prêt, donc, qui est l'équivalent de 45 milliards. Malheureusement, nous n'avons pas pu dépenser la moitié même de l'argent. Une bonne partie est à la banque. Parce qu'on n'a pas de graines. Donc ça veut dire que vraiment on regrette que l'on n'ait pas la possibilité d'avoir les quantités de graines qu'on avait comme objectif. Pour un objectif global de 200 000 tonnes d'arachide, la Sonacos SA n'a collecté pour le moment que 82 000 tonnes, mais un tonnage bien supérieur à celui de l'année dernière qui était arrêté à 7 000 tonnes. Le directeur général de la Sonacos SA faisait face à la presse à Kaolack. Direction le nord du pays, justement pour développer le pôle Nord. Le directeur général de la Société de gestion et d'exploitation de la navigation sur le fleuve, Amadou Faye, annonce la réalisation d'infrastructures portuaires modernes à Saint-Louis, de Saint-Louis justement à Ami-Bédi, c'est au Mali, et la construction d'ouvrages de connexion. L'objectif final est d'assurer la mobilité spatiale des personnes, des biens et des services dans le bassin du fleuve. Amadou Faye, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Ousseynou Diop et Habib Sek. Vous savez qu'il y a eu le barrage de Diamant pour faire l'irrigation. Le pôle Nord a eu plus de 300 000 hectares de terre disponibles pour l'irrigation. Ensuite, il y a eu le barrage de Manantali. Tout ce pôle Nord bénéficie aujourd'hui de ce projet énergie de l'OMVS qui répartit les 800 gigawatts d'énergie hydraulique entre la Mauritanie, le Sénégal et le Mali. Et une bonne partie du pôle, de ce qu'on appelle le pôle nord sénégalais, en bénéficie amplement. Et on ne peut pas développer une économie sans transport, qui est l'élément logistique qui permet de transporter les personnes, les biens et services, les productions des agriculteurs, les productions des industriels.
Donc c'est vraiment un élément d'impulsion, le transport fluvial qui doit renaître au niveau du nord entre ces pays sous la férule de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal pour permettre aux pays d'ajouter même des points dans leur schéma de croissance. Et je crois que ça va impacter fortement sur le PIB et puis fortement aussi sur le niveau de vie des populations de la zone nord, côté rive gauche, côté rive droite. Et c'est un nouveau développement que crée ce grand projet structurant de l'organisation. Donc à part ces deux ports, le port de Saint-Louis et le port malien d'Ambidjedi, sur la rive droite et rive gauche, il y a ce qu'on appelle des escarres portuaires et des appontements. Retour à Dakar, l'hôpital général de Grand Yoff relève son plateau technique. La structure vient en effet de bénéficier d'un don de l'ONG Horizon Sahel, du matériel pour offrir des soins de qualité, surtout pour la prise en charge des urgences. Écoutons à ce propos la directrice de l'hôpital, elle s'appelle Khadija Toussar Kébé, et l'ambassadeur de France au Sénégal, François Bigot. Ils sont interrogés par Fatou Kinedem et Mohamed Dia. Ça a une valeur de plus de 150 millions et que ça va nous permettre d'équiper principalement nos 4 salles opératoires qui ont été réhabilitées au niveau des SAU. Et ça va aussi permettre d'équiper et d'améliorer le séjour du patient en mettant un lit confortable et tous les accessoires qui sied à une bonne hospitalisation. Parce que nous pensons que le service public aussi a le droit de fournir des prestations de qualité. Au-delà de l'aide et du don, ce qui est important, c'est d'assurer un suivi. Et cette ONG, elle assure un suivi. Elle regarde si les besoins sont bien, on répond bien aux besoins, et si dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, le matériel est toujours en bon état, si les ingénieurs ont pu assurer la maintenance. Ça, je crois que c'est important de s'inscrire dans la durée. Parce que trop souvent, malheureusement, les projets s'arrêtent au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis mieux équiper les services d'urgence, augmenter leur capacité d'accueil, former davantage de médecins urgentistes. La problématique des urgences est réelle au Sénégal. Outre les complications de certaines pathologies, la recrudescence des accidents de la route qui augmente le nombre de cas d'urgence. C'est un reportage signé Fatou Kinedem et Mohamed Dia. Maintenir le patient en vie, le préparer, le mettre dans le bon circuit pour un traitement rapide. La prise en charge des urgences médicales, un problème mondial. Le plus souvent, ce sont des maladies qui présentent des complications. C'est des urgences hypertensives, c'est des crises de diabète, c'est les maladies chroniques, donc c'est énormément de choses. Et les populations également sont devenues beaucoup plus exigeantes. Il se passe quelque chose à 2 h du matin, le patient ne va pas attendre le lendemain, il va aller tout de suite. Donc c'est également une évolution dans les mentalités. À cela s'ajoutent les nombreux accidents. On a beaucoup d'accidents parce qu'on a beaucoup de routes. On a beaucoup de routes, on a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de monde, les gens sont plus pressés. Et donc ça va évoluer et ça ne va pas diminuer. Plus on se développe, plus on fera face à des pathologies de ce genre. Les accidents de la circulation, on les aura. Si vous allez dans les pays développés, il y a énormément d'accidents de la circulation. Mais le système donc, doit s'adapter. Dans la prévention d'abord pour la sécurité routière, mais également dans la prise en charge des soins post-accident. Au Sénégal, beaucoup d'efforts sont consentis dans la prise en charge des urgences ces 5 dernières années avec la mise en place du service d'assistance médicale d'urgence, le SAMU. Mais le déficit en ressources humaines est réel. On a encore des déficits de formation par rapport à la médecine d'urgence, qui est un DU qui devrait également évoluer vers une spécialité. Il faudrait également qu'on forme le maximum d'urgentistes possible pour que les services aient un personnel de qualité, donc en quantité suffisante, mais il faut également que les structures périphériques également aient des praticiens. La médecine d'urgence, une nouvelle profession, d'où l'intérêt pour les pays d'évoluer, d'étudier les besoins des populations en vue d'adapter la médecine dans ce sens. En prélude à la quinzaine nationale de la femme 2017, une rencontre préparatoire s'est tenue à Blaise Senghor, moment choisi par la ministre Maria Massar pour parler de l'importance du thème, le plan Sénégal émergent, un levier essentiel pour l'autonomisation des femmes. Je vous propose d'écouter la ministre, elle est interrogée par Aïssa Toupaye et Abba Kamara. Il dafa am solo ndax plan Sénégal émergent son excellence le président de la République bi mu ko tegee dafa am cër bu rëy bu mu jox jigéen mu nekk ci biir
te boo xoolee ginnaaw cër boobu yeneen cër yëpp ci biir plan Sénégal jigéen daf ci am place bu rëy moo tax thème bi am solo loolu nag ci quinzaine bi la ñu ko nar a liggéey ko ba nga xam ne jigéen ñi dinañu xam lan mooy plan Sénégal émergent traduire ko ci ay langues yoo ay kàllaama yoo xam ne. C'était la version Wolof. Nous nous en excusons certainement. Vous aurez la version française dans le bulletin de 0 heure. Le fonds de promotion cinématographique et audiovisuelle finance des projets de films, toutes filières confondues, à hauteur de 900 millions de francs CFA. Des cartes professionnelles ont également été distribuées. Une démarche destinée à renforcer et à redynamiser le secteur cinématographique. Aïssatou Paye, Ababakar Kamara. 38 projets de films financés, montant avoisinant 900 millions. Le fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, déterminé à relancer le 7e art sénégalais. C'est la première fois que nous délivrons des cartes professionnelles qui ne sont pas des moindres. On a été très sévère, contrairement au premier appel à projet où nous avons eu un nombre assez important, rien que la production. En 2014-2015, nous avons eu 32 projets de financés. Mais ici, globalement, avec toutes les filières réunies, nous avons 38 projets. C'est vrai, il y a une hausse parce qu'il y a 3 filières qui se sont ajoutées. Mais pour la production, il y a eu une baisse. Les salles de cinéma, une préoccupation majeure de la direction de la cinématographie. Projet d'exploitation de salles de cinéma parce qu'on a l'habitude de dire que le Sénégal n'a plus de salles de cinéma. Il en reste qui continuent à résister et sur la gestion 2016, nous avons décidé de mettre de l'argent sur ces salles de cinéma-là pour leur permettre d'effectuer leur migration numérique. Parce que jusqu'ici, on a pensé que la migration numérique résidait essentiellement sur les chaînes de télévision. Mais les salles de cinéma ont besoin de migrer vers le numérique également pour avoir accès aux films, mais également pour pouvoir se développer. Un des bénéficiaires des financements du FOPICA, Nicolas Sawalo Cissé, pour son film L'otage du fleuve. 60 millions, c'est peu, c'est beaucoup. Ils sont en train de réaliser le rêve de Sémène Ousmane et de Djibril Mameti Diop. Parce que le FESPACO, c'est Sémène Ousmane, Djibril Mameti Diop qui l'ont apporté. Et aujourd'hui, ce rêve est en train d'être réalisé. Ils nous permettent, en tous les cas, nous, réalisateurs, de pouvoir commencer à espérer créer des grands films. À cet effet, moi, j'ai un film qui s'appelle L'otage du fleuve, qui est en coproduction avec une très grande maison française, qui s'appelle MPM Film, dont la directrice a été la directrice du Festival de Cannes, la quinzaine du cinéma. Et nous avons aussi une fourchette d'acteurs internationaux et Youssou N'Dour à la musique du film d'ailleurs. Budget global, 25 milliards et poussière. Pour les projets retenus, 921 56 580 francs, 560 millions à la filière production, 361 millions à la distribution, à l'exploitation et à la formation. La région de Ziguinchor a abrité la 2e édition de la semaine du tourisme interne. Le thème de cette édition, à savoir les merveilles du Cap Skirring, a été le prétexte choisi par les acteurs du secteur touristique pour remettre au goût du jour une partie des doléances qu'ils ont toujours exposées à l'État du Sénégal. Le ministre du Tourisme présente à Diembéring leur a apporté des réponses. Un reportage signé Boubacar Diassi. Avec comme thème les merveilles du Cap Skirring, cette station balnéaire qu'on ne présente plus, la 2e édition de la semaine du tourisme permet à la commune de Diembéring d'être la capitale du secteur pendant un bon bout de temps. Nous la voulons comme une vitrine à travers laquelle la Casamance naturelle et le site balnéaire du Cap Skirring en particulier offriront au monde entier une vision claire de nos potentialités si riches et variées et qui sans aucun doute place cette contrée dans le peloton de tête des endroits idylliques. Le maire de Diembéring et le porte-parole des acteurs du secteur en profitent pour partager quelques préoccupations. Parce qu'effectivement, le tourisme, quand on veut qu'il soit un tourisme de gamme, eh bien, il y a des préalables d'ordre urbanistique, d'ordre environnemental et toutes les conditionnalités. J'ai foi en l'État. Aujourd'hui, les hôtels sont vieillissants.
Nous voulons la mise à niveau des hôtels qui permettra à les gens de travailler. Nous voulons que la station de Cap Skirring soit aménagée de telle sorte que les gens puissent accéder à la mer. Je suis désolé de le dire, quand il y a incendie, quand il y a des problèmes à la plage, on ne peut même pas accéder. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a autre chose, je crois que c'est des choses importantes à dire. Maintenant, notre ministre, on va dire, on ne peut pas développer ce pays sans l'aviation. La réponse du ministre du Tourisme et des Transports aériens. Les travaux de réfection de l'aéroport de Cap Skirring vont se poursuivre. La cuve de kérosène d'une capacité de 1000 litres en cours de construction sera livrée en juillet. L'aéroport de Ziguinchor sera réhabilité et mis aux normes pour plus de 25 milliards dans le cadre du programme de réhabilitation des aérodromes régionaux, dont la première phase devrait démarrer cette année pour un investissement de plus de 100 milliards. Bien entendu, le démarrage cette année aussi des activités de la compagnie nationale Air Sénégal permettra de renforcer la desserte intérieure. À ces mesures s'ajoute le crédit hôtelier et touristique d'un montant initial de 5 milliards, totalement doté dans le budget. Cette semaine du tourisme aura été riche en enseignements, mais aussi en couleurs. Le président de la République du Portugal, honoré par le titre de docteur honoris causa par l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans ce cadre, Marcelo Rebelo de Sousa a rappelé les étroites relations entre les deux pays lorsque le président Léopold Sédar Senghor s'est vu décerner ce même titre au Portugal. Aïssatou Paye et Younous Diatta ont assisté à la cérémonie. Marcelo Rebelo de Sousa, président de la République du Portugal, docteur honoris causa. Pour l'universitaire, un hommage à son pays, ce qui ne l'a pas empêché de rappeler la vision commune des deux pays. Parler des rapports entre le Portugal et l'Afrique, le Portugal et le Sénégal, c'est parler du cosmopolitisme, de la vision universelle, de la capacité d'être partout dans le monde et de comprendre tout le monde. Communauté éparpillée dans les différents continents, mais surtout une culture humaniste, une perception de l'essentiel dans la dimension humaine. Et ça nous rapproche. C'est pourquoi il est si facile entre nous de parler du passé, comme vous avez fait, monsieur le recteur, mais aussi du présent et de l'avenir. Un doctorat honoris causa, pour moi, n'est pas une expression de passé. C'est une vocation d'avenir. Un avenir où le monde universitaire a un rôle important à jouer, a précisé le président portugais. Nous sommes ici, on a un endroit particulièrement approprié pour souligner ce rôle universel des universités dans la promotion de la connaissance, du dialogue multiculturel et multiethnique. Les universités, comme les européennes, depuis leur fondation au Moyen-Âge, ont toujours représenté des foyers de rayonnement du savoir. Pôle d'attraction de chercheurs et d'hommes de lettres et de sciences. Il y avait une tradition qui en latin se disait peregrinatio academica. Ça veut dire pèlerinage du savoir. L'Académie doit rester fidèle à cette mission multiséculaire qui est la sienne, en contribuant au dialogue et à ce que sur le sillage de Senghor, nous pouvions appeler la pédagogie de l'humanisme. Ovationné après son discours humaniste, Marcelo Rebelo de Sousa a signé le livre d'or de l'université Cheikh Anta Diop.
Et puis la présidence de l'UEMOA qui échappe au Sénégal, nous le savions depuis hier, le Niger assure la présidence jusqu'en 2021. Pour le consultant Fawali Diallo, le président Sall hérite d'un compromis trouvé entre Abdoulaye Wade et le Niger. Un sujet signé Aminata Baresso et Younous Diatta. Le Niger remplace le Sénégal à la présidence de la commission de l'UEMOA, une nouvelle structuration suite à un engagement qui avait été pris par l'ancien chef d'État sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, en faveur du Niger. Abdoulaye Wade, en panafricaniste, a voulu jouer la carte de la rotation pour les postes sous-régionaux, que ce soit au niveau de la présidence de la commission, et à cet effet avait promis au Niger la présidence de la CEDEAO, de l'UEMOA, au cas où Agibou Soumaré terminerait son mandat. Le Sénégal perd ainsi la présidence de la Commission de l'Union économique monétaire ouest-africaine, mais notre pays se retrouve avec des postes clés au sein de l'instance ouest-africaine. Le Sénégal en fait hérite d'un poste de vice-gouverneur au niveau de la BCEAO. C'est une compensation. Donc dire que c'est mauvais pour le Sénégal, c'est mitigé. Une candidature encore recalée, un coup dur pour la diplomatie sénégalaise. C'est comme si certains pays de la CEDEAO jouaient à isoler le Sénégal. Bon, c'est une grille de lecture qui peut faire ressurgir en fait des faiblesses un tout petit peu, ou peut-être un mauvais positionnement de la diplomatie sénégalaise. Pour rappel, Cheikh Agibou Soumaré a été porté à la tête de la commission de l'Union économique monétaire ouest-africaine en 2010 par l'ancien chef d'État sénégalais Maître Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, il est remplacé par un Nigérien. Le mandat s'étale jusqu'en 2021, date à laquelle le Sénégal reprendra la présidence de la commission de l'UEMOA. L'actualité internationale à présent avec l'identification du kamikaze auteur de l'attentat meurtrier perpétré contre une église copte en Égypte, le déplacement de population à Bujumbura pour la construction d'un nouveau palais présidentiel, mais d'abord le procès des militaires ivoiriens accusés d'avoir tué 4 personnes dans l'hôtel Novotel d'Abidjan, c'était en 2011. Le point avec Daniel Diouf. 5 peines de prison à vie requises contre des militaires ivoiriens. L'une des peines vise l'ex-chef de la garde républicaine, le général Dogbo Blé. Ces militaires sont tous jugés pour l'enlèvement et le meurtre de 4 personnes à l'hôtel Novotel d'Abidjan en 2011. En Afrique du Sud, presque toute l'opposition a défilé ce mercredi dans l'après-midi contre Jacob Zuma, le président. Des milliers de personnes étaient déjà descendues dans les rues vendredi dernier, mais cette fois-ci, le rassemblement était bien plus large. Les bérets rouges du parti radical de Julius Malema ont marché dans les rues aux côtés des t-shirts bleus de l'Alliance démocratique. En tout, 9 partis politiques sur les 12 partis d'opposition représentés au Parlement étaient présents, tous unis dans leur volonté de faire tomber le chef de l'État. La marche s'est achevée devant le siège du gouvernement. Le président n'y était pas. Il se trouvait loin de la foule à Soweto pour célébrer son 75e anniversaire. Au Burundi, c'est toute une colline située dans la commune Mutimbuzi, province de Bujumbura, qui va être débarrassée de ses habitations pour faire place au nouveau palais présidentiel et des infrastructures des services de la présidence. Sous les yeux impuissants des propriétaires de maisons, l'ultimatum du ministre burundais de l'Environnement a été mis à exécution ce mercredi. Toutes les réalisations des populations réduites en poussière, les habitants contraints de quitter les lieux avec ou sans indemnisation. Les plus chanceux ont eu de maigres compensations, d'autres n'ont eu que des larmes comme seul moyen d'expression. Enfin, le ministère égyptien de l'Intérieur a annoncé ce mercredi avoir identifié le kamikaze qui a perpétré dimanche l'attentat meurtrier contre une église d'Alexandrie dans le nord du pays. Le ministère dit poursuivre ses efforts pour identifier l'auteur de l'attaque commise le même jour contre une autre église copte à Tanta, dans le nord du pays.
Les 2 attentats menés le jour de la fête des Rameaux ont fait 45 morts et ont été revendiqués par le groupe État islamique. Daniel Diouf, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information sera à 0h avec le tout en images. Mais en attendant, on vous laisse avec Chérif tout content encore, qui est là avec nous. C'est pour les besoins de la permanence. Chérif, bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup, cher Tidiane, tout content comme d'habitude. Hein. Merci, même si c'est un soir de victoire. Merci beaucoup. Le Real a battu donc c'est pas fini. Berne, c'est pas fini, mais on a gagné. Hein. C'est pas parce que vous n'avez pas gagné hier qu'on va pas célébrer notre victoire. Merci beaucoup, cher. Rendez-vous demain. Merci à avec le journal de 20h. Dans un instant, Mamadou Barakan, notre supporter du Real Madrid, pour l'invité du 20h cette fois-ci. On va parler des femmes.